et heureux de vous retrouver pour ce second rendez-vous de dialogue libre. À quoi cela sert-il vraiment de voter? Question pertinente quand on sait que dans quelques semaines, les Ivoiriens devront élire leur nouveau président de la République. On espère cette fois-ci dans la paix et dans le calme, notamment dans la transparence aussi. À quoi ça sert vraiment de voter? Nous avons posé la question à quelques Ivoiriens dans la rue. Voici exactement ce qu'ils nous ont répondu. Voter, c'est participer au développement de son pays et puis montrer que vous êtes un citoyen de ce pays et puis accomplir son devoir civique, c'est très important. Le vote il est important parce que ça permet à chaque citoyen de s'exprimer libéralement, de s'exprimer en tant que citoyen et puis de choisir librement son candidat, quoi, celui qu'il veut qu'il soit à la tête du pays. Et puis ça permet aux citoyens eux-mêmes de ne pas demain accuser quelqu'un. Comme ça, chacun va se sentir responsable de l'acte qu'il a posé au fait. Bon, pour moi, le vote, c'est un devoir que tout citoyen doit accomplir. Parce qu'on ne peut pas rester dans nos maisons et puis discuter. On a besoin de lire quelqu'un pour que la personne-là puisse faire ce que nous, on veut, ce que le peuple veut. Pour moi, c'est ça. C'est ça le vote. Un citoyen qui a l'âge de voter doit aller voter pour remplir son devoir. Et pour moi, le vote, en tout cas, c'est une obligation. Alors, je vous présente mes invités. Fairama Rodrigue Koné, sociologue et auteur de plusieurs travaux de recherche. Je précise que vous appartenez au réseau African Security Sector Network, qui s'intéresse aux questions sécuritaires. Geoffroy Julien Kouao, politologue, écrivain, juriste à la base. Vous avez récemment publié ce bel ouvrage que moi j'ai eu le privilège de lire. Côte d'Ivoire, la démocratie sans démocrate. Bonjour Julien. Bonjour. Alors je poursuis. La plutocratie n'est pas la démocratie. C'est un livre publié aux éditions Camit. C'est la maison d'édition de M. Macaire, éthique, que je salue en passant. Bonjour et bienvenue donc au studio Siri Bailly. Je précise que ce programme est une production de la Fondation Friedrich Naumann. Alors, Geoffroy Julien Kouao, on a comme l'impression en regardant ce premier magnéto que tout le monde sait ce que signifie voter. Oui, tout simplement parce que le vote est consubstantiel à la démocratie représentative, laquelle démocratie suppose l'existence de gouvernants et de gouvernés. Les gouvernants sont choisis par les gouvernés. Et le mode de désignation, justement, est l'élection. On peut donc dire que l'élection est à la démocratie ce que la zébrure est aux zèbres. C'est sa nature. Et si vous remarquez bien, depuis la cession à l'indépendance de notre pays, nous sommes habitués à voter, à élire nos représentants. D'abord dans le cadre du parti unique, surtout à partir des années 80. Et cela s'est amplifié en 1990 avec l'avènement du pluralisme politique. Alors parlons de cette période du parti unique. Le vote n'était pas concurrentiel. N'était pas concurrentiel, c'était beaucoup plus une sorte de vote de validation, d'allégeance. Oui, évidemment, nous étions dans un système à parti unique proche du système soviétique. Et évidemment, ici, nous sommes dans une certaine dictature du prolétariat où c'est évidemment la base qui désigne, sous la contrainte des élites,
les gouvernants. Mais évidemment, cette manière de faire était critiquable, mais aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, depuis 1990, où nous avons certes des élections concurrentielles, des élections dans un cadre démocratique, mais avec le multipartisme, mais avec énormément de problèmes. Aujourd'hui, les élections riment avec la violence, avec la peur, avec la chose. Donc, on peut s'interroger. On peut s'interroger sur les deux périodes. Est-ce que la période du parti unique n'était pas meilleure que celle que nous vivons aujourd'hui? À l'évidence... on n'allait pas dire que... Non, la démocratie est largement meilleure à l'autocratie. Mais dans la pratique politique ivoirienne, la période allant de 1960 à 90 était plus paisible que celle que nous vivons aujourd'hui, qui nous a produit, je vous le rappelle, un coup d'État en 1999, qui nous a produit une rébellion en 2002 et qui nous a produit une guerre civile en 2010. Alors, Rodrigue, tout le monde donne l'impression de savoir ce que c'est que voter, mais est-ce que tout le monde sait ce que représente le vote? Quel est le sens du vote? Ben, je pense que votre micro-trottoir montre excellemment que les Ivoiriens savent ce que c'est que voter, ou du moins les différentes modalités du sens du vote. Ben, il y a quelqu'un qui a dit que en fait, c'est pour le développement et qu'il y a une vision performative du vote. On choisit des représentants pour qu'ils puissent, en notre nom et en notre compte, résoudre des problèmes de développement, on va dire, à la base. Il y a quelqu'un qui a parlé de liberté, liberté de choix, de ce que je veux, et de responsabilité. Et ça, je pense que c'est un indicateur assez fort de l'action du vote. C'est-à-dire que je choisis des personnes et je suis comptable de leur choix et de ce qu'ils mènent comme action. Donc, qui amène, je dirais, la réflexion sur quand je choisis, est-ce que je choisis la bonne personne? Est-ce que d'ailleurs je fais une relation entre l'acte de voter et réellement les besoins que j'ai? Donc, je suis tout aussi comptable. Il y a même quelqu'un qui a parlé également de devoir citoyen, de devoir citoyen et effectivement, le vote est une symbolique très forte de l'expression de la citoyenneté. Et pour finir, il y a un autre acteur qui a parlé de trancher pratiquement entre plusieurs propositions. Donc l'action du vote... L'offre politique. Oui, plusieurs offres politiques, mais ce qui est intéressant, c'est ça nous permet de voir le vote comme un mécanisme de gestion de conflits, en d'autres mots. C'est-à-dire qu'il y a des propositions plurielles qui se battent et l'électeur, par l'acte du vote, tranche. C'est un arbitre. C'est un arbitre. Alors, Geoffroy Julien Kouao, en quoi le vote pourrait-il nous engager, nous qui votons? Oui, le vote nous engage en ce sens que la démocratie repose sur la liberté, mais aussi sur la responsabilité. Le vote est un pouvoir. Le pouvoir de sanctionner, positivement ou négativement, le mode de gestion de la cité. Et si donc je suis citoyen de Cocody et que je participe à l'élection relativement à la désignation du conseil municipal de Cocody, il est évident que je serai plus regardant sur la gestion du conseil municipal et du maire. Évidemment, si je m'abstiens, c'est la preuve que j'appartiens à une cité dans laquelle tout ce qui se passe ne m'intéresse pas. Alors l'abstention peut être également une façon de protester, une façon de... Oui, l'abstention est un moyen de protestation, certes, mais je pense que il faut faire la distinction entre la liberté politique et la citoyenneté. La citoyenneté suppose qu'on prenne part de façon active, n'est-ce pas, à la gestion de la cité. Et le premier droit du citoyen, le premier droit politique du citoyen, c'est le vote. Et donc l'abstention est certes un acte contestataire, de contestation, mais peut aussi prendre valeur d'un refus de s'assumer en tant que citoyen. Alors, le vote comme
Moyen mécanisme de sanction. Bien sûr, le vote comme devoir, le vote comme droit du citoyen. On n'a pas toujours... C'est où la frontière? C'est où la limite? Comment... Je crois que M. Julien l'a bien exprimé. Vous voyez, la citoyenneté exige du citoyen qu'il puisse exprimer sa citoyenneté à travers l'acte du vote aussi. Quand je dis c'est un élément quand même fort. Mais sa liberté l'autorise également à voter comme de ne pas voter. Tout à fait, mais une liberté bien comprise, à mon avis, devrait lui permettre... On vous donne la possibilité de voter blanc. Hein. Voilà, vous pouvez voter blanc. Vous pouvez marquer votre contestation en... voilà, je pense que ça a un sens. Mais l'acte même rituel du vote est un élément très symbolique de la citoyenneté. C'est vrai que nous, dans notre Constitution, ce n'est pas une obligation, mais en même temps, pour tout citoyen qui s'identifie, qui se rattache à un État et qui saisit très bien le sens de son devoir politique, devrait, à notre avis, participer au vote. Alors, le vote comme moyen d'expression est-il par essence la vocation de la démocratie? Vous en parliez un peu tout à l'heure. Oui, surtout de la démocratie libérale. Vous savez que depuis 1992, Francis Fukuyama, dans son livre « La fin de l'histoire », proclame le triomphe de la démocratie libérale qui rime avec les élections. Et donc aujourd'hui, tous les États se proclament démocratiques. Donc la démocratie a pris le pas sur l'autoritarisme, sur le totalitarisme et autres. Et cette démocratie-là rime avec l'élection. Et aujourd'hui, si l'élection n'est pas transparente, si l'élection n'est pas crédible, évidemment, cela écorne la vitalité démocratique dans un État. Aujourd'hui, le premier marqueur, le premier critère de définition d'une démocratie, c'est l'élection. Évidemment, l'élection n'achève pas la notion de démocratie, qui va bien au-delà pour englober celle de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Mais dans le cas d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui proclame son attachement aux valeurs démocratiques et qui, dans sa constitution, affirme clairement que le peuple est souverain et qu'il exerce sa souveraineté à travers, n'est-ce pas, ses représentants élus. Ces représentants, ce sont le président de la République, ce sont les députés, les sénateurs, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, et c'est par le vote qu'on peut les désigner. Évidemment, c'est un droit, on peut l'exercer ou ne pas l'exercer, d'où la notion de liberté dont parlait tout à l'heure Rodrigue. Mais attention, le problème c'est que ce droit-là, n'est-ce pas, prend valeur de devoir. Dès lors qu'on est citoyen, on a le devoir, pas l'obligation. L'obligation apparaît comme une contrainte. Le devoir, c'est un acte délibéré. Mais ailleurs, le vote est aussi obligatoire. Oui, en Belgique, par exemple, au Brésil, même en Afrique, on a, par exemple, en RDC, où le vote est obligatoire. Je pense que le constituant ivoirien devait réfléchir dans ce sens, parce que rendre le vote obligatoire permet de régler le problème de l'abstention, mais surtout de renforcer la légitimité des gouvernants et le contrôle citoyen sur la gestion des gouvernants. Alors, par rapport à ce que vous dites si bien, Geoffroy Julien, il y a l'historien et écrivain belge David Van Reybrouck, dans son livre « Contre les élections », qui prend le contre-pied de ce que vous disiez tout à l'heure, il dit notamment ceci: « En vérité, les élections n'ont jamais été conçues pour être une procédure démocratique. Au contraire, elles ont été inventées pour freiner l'installation de la démocratie. » Ça paraît un peu excessif. Oui, mais vous savez qu'il a totalement raison. Au départ, il y avait deux démocraties. La démocratie populaire dans les pays de l'Est, où, évidemment, c'est tout le monde qui participait à la gestion de la cité. Mais c'était une utopie. On a vu qu'il y avait quand même une nomenclatura, une élite politique qui avait tous les privilèges dans les pays de l'Est. Et puis cette manière de voir mettait en parenthèse la notion de liberté fondamentale
hein, à la vie de tout le monde. Vous savez, ce qui fait la force de la démocratie représentative, donc de la démocratie libérale, c'est la liberté. Parce que tout le monde aspire à la liberté. Mais en même temps, il a totalement raison. Quand on regarde bien, que ce soit dans les grandes démocraties ou chez nous, c'est un groupe de personnes qui profitent réellement de la démocratie. En France, par exemple, on peut le dire, c'est une démocratie d'énarques. Hein, vous ne pouvez pas arriver dans les sphères du pouvoir si vous n'avez pas fait Sciences Po ou l'ENA. Chez nous, c'est une classe politique plutocratique et gérontocratique qui accède au pouvoir. D'où la limite, de la démocratie. Mais pour l'instant, il n'y a pas meilleur système politique que la démocratie. Alors, je vous entends très bien, mais en démocratie, c'est la majorité, c'est le vote majoritaire, qui l'emporte et s'impose à tous. Mais ce dictat de la majorité n'est-il pas une forme de corruption de la démocratie? Une forme de corruption de la démocratie où vous avez la minorité qui subit la loi de la majorité. N'est-ce pas un aspect pervers quand même de cette façon de désigner, de retenir, d'élire, je veux dire, les différents responsables qui nous dirigent? Non, pour des questions techniques opérationnelles, on ne peut pas faire l'économie du vote. Du vote, je veux dire au-delà du vote, on va parler de l'élection de façon plus globale parce que le vote peut porter sur une décision, l'élection c'est le choix vraiment des représentants de façon plus directe. Mais vous savez, nous sommes 26 millions d'Ivoiriens et si 26 millions d'Ivoiriens devraient chacun, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, exercer la démocratie populaire, ça va être un peu compliqué. Donc on utilise l'élection, c'est un moment de la démocratie. Ce qui voudrait dire qu'il ne faut pas se limiter à ce moment. Comprendre la démocratie comme le dictat unique de la majorité, c'est comme je disais, corrompre la démocratie elle-même. Parce que la démocratie résout un problème à un moment. Quelqu'un disait dans le reportage tout à l'heure que c'était un moyen de gérer des tranchées, mais entre plusieurs offres à un moment. Mais après ce moment terminé, la démocratie doit reprendre racine sur un ensemble de valeurs. C'est-à-dire la minorité qui, pendant le cours de l'élection, n'a pas eu n'a pas eu la majorité pour me reprendre. Il y a des lois, des règles, il y a l'état de droit qui permet de rééquilibrer et de mettre tout le monde au même niveau. Tout le monde a les mêmes droits, tout le monde a les mêmes devoirs. L'État a le devoir d'assister les citoyens à travers ses politiques publiques pour tout le monde, donner de l'eau à tout le monde, de l'électricité, des routes. Et justement, la démocratie, c'est aussi cette possibilité de laisser celles qu'on a appelées minorités s'exprimer également, d'avoir voix au chapitre. L'un des mécanismes de correction de la démocratie représentative à travers l'aspect technique du vote, c'est ce qu'on appelle aussi une forme de démocratie participative. Nous, on essaie de trouver des espaces de discussion, de délibération où les acteurs avec différentes opinions peuvent discuter, prendre part. Les conseils municipaux, par exemple, sont des espaces dans lesquels ceux qui sont minoritaires, avec des formes de scrutin relatifs, avoir aussi voix au chapitre. Donc c'est important de ne pas résoudre toute la démocratie à l'élection. Alors, le vote est souvent résumé au seul choix d'aller retenir, d'aller élire ceux qui nous dirigent. Est-ce qu'il y a au-delà un sens à lui donner, au-delà de l'acte d'élire? Est-ce que le vote a un autre sens ou a d'autres sens qu'on pourrait lui attribuer? Oui, mais vous savez, le vote d'abord permet de légitimer le pouvoir. Tout à fait. Le vote permet ensuite de sanctionner la gestion du pouvoir. Le vote permet aussi l'alternance politique. Le vote prend valeur d'éléments d'espoir. C'est-à-dire, avec le vote, l'égalité de tous est affirmée.
tout le monde peut participer à la gestion de la cité, pourvu qu'il respecte les conditionnalités fixées par la loi. Vous voyez? Et la sanction par le vote permet la mise en œuvre de la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Vous voyez, aujourd'hui, prenons le cas de la France. Sous la Ve République, nous avons très bien vu qu'après le départ de M. Jacques Chirac en 2007, de 2007 à 2012, à aujourd'hui nous sommes en 2020, nous avons connu 3 chefs d'État en France. En France. Les 2 derniers prédécesseurs de M. Macron n'ont pas fait 2 mandats. C'est le vote qui a permis cette alternance et qui prend valeur de sanction. L'élection de M. Macron marque le ras-le-bol de la population française face à une élite politique qui s'était installée depuis De Gaulle. Dans nos démocraties africaines, au Ghana à côté de nous, nous voyons une alternance réussie à travers le scrutin, à travers l'élection. C'est le cas au Sénégal. Voyez. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a moins peur dans ces pays? On a moins peur parce que là-bas... À l'approche des élections... Oui, parce qu'il y a 2 éléments qu'il faut prendre en compte. La formation et l'information. La formation politique. La formation politique et l'information. La formation citoyenne aussi. Il faut montrer aux populations l'enjeu du vote. Il faut leur dire que le vote, l'élection, c'est une compétition pacifique d'accession et de gestion du pouvoir politique. Une compétition pacifique pour l'alternance. Pour l'alternance aussi. Mais en même temps aussi, il faut créer un espace de compétition saine. Par exemple, la limitation du budget de campagne. Faire aussi en sorte que la politique ne soit pas le seul secteur d'enrichissement. Parce que c'est là aussi l'une des problématiques dans les pays comme les nôtres. Il y a aussi le souci d'équilibre, d'égalité entre les compétiteurs aussi. Oui, évidemment. C'est pour cela qu'il faut un plafonnement, par exemple, du budget. Donc, tout ça participe de la formation. Mais ces pays-là ont de l'avance sur nous, ont pris de l'avance sur nous, parce qu'il y a l'espace public qui existe. Leur espace public est plus grand. L'espace public dans une démocratie, c'est la presse. Quand vous arrivez au Ghana, nous avons plusieurs télévisions privées. Mais ça change aussi ici déjà. Nous avons plusieurs radios, plusieurs télévisions qui permettent la confrontation des idées et qui permettent aussi de relativiser surtout les idées et surtout la portée de ces idées et qui mettent fin au culte de la personnalité. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que depuis Houphouët-Boigny, on a le fantasme du pouvoir, de la présidence à vie. On a le fantasme du leader charismatique et non rationnel. On a le fantasme de la pensée unique. Chacun, dans son parti politique, pense être dans la certitude. Et aujourd'hui, on voit très bien que les partis politiques ne font pas de compromis possible. Parce qu'en fait, ce sont des blocs monolithiques d'où émerge la pensée unique, un chef charismatique. Mais tout ça est dû au fait que la presse en Côte d'Ivoire ne joue pas son rôle. La presse est totalement absente. Il faut permettre, comme au Sénégal, comme au Bénin, comme au Mali, comme au Ghana, qu'on ait plusieurs télévisions, 4 télévisions pour un État comme la Côte d'Ivoire, qui est une référence économique, c'est insuffisant. Mais en même temps, je vais relativiser ce point de vue-là. Il ne suffit pas d'avoir énormément de télévision pour être efficace d'un point de vue de l'expression plurielle. Donc, mais ça participe véritablement à la formation de la culture citoyenne et civique qui finalement va permettre de donner plus de force au sens même du vote. Je pense que l'un des éléments essentiels que le docteur a mis en avant qui est important, c'est le vote comme mécanisme de sanction. Et ça, je pense que c'est important. Si l'ensemble des citoyens étaient... Non, pas que. Pour moi, c'est une dimension qui manque beaucoup. En fait, pourquoi les gens ont peur en général? Ils ont peur parce qu'ils n'ont plus confiance réellement à la force de leur vote.
Ils n'ont plus confiance en la force de le vote. Le vote, quelqu'un disait, je crois que c'était Abraham Lincoln qui disait que c'est plus puissant qu'une balle, qu'un fusil. Oui. Voilà, qu'un fusil. Et vous voyez, quand il y a les élections ici, les candidats, ils descendent dans les quartiers les plus mal famés. Ils vont dans tous les quartiers, ils s'approchent, ils savent très bien, ils ont peur du vote. Ils ont peur de ne pas avoir le vote de X et de Y. Ils vont et ils s'accoutument. S'il y avait, comme disait quelqu'un, s'il y avait des élections tous les jours, le pays serait développé. Parce que justement, les gens se rendent compte que le vote a un sens et ça a un impact très fort. On peut sanctionner, on peut dégommer quelqu'un. Il faut que les populations, les citoyens aussi croient en cela. Alors, le vote en Afrique est devenu pratiquement une culture, mais on l'a hérité de l'Occident. C'est un peu à l'image de la colonisation. On a hérité de tout cela. Il n'est plus un secret pour personne que de plus en plus aujourd'hui, les citoyens, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, les citoyens, la plupart sont très déçus de ce qu'on a fait de leur vote, de leur confiance. Je vous propose ce deuxième magnéto. On le regarde ensemble, vous verrez que ces quelques témoignages recueillis sont très révélateurs. C'est fréquent, je dirais même que les exemples sont légion. Très souvent, nous faisons confiance à des personnalités et lorsque nous partons les élire. Finalement, le programme qu'ils nous ont présenté, le programme sur lequel nous sommes appuyés pour les élire, ce n'est pas ce que nous voyons et la déception est grande. Ce qui fait qu'au niveau du taux des suffrages, vous constatez une baisse. Oui, ça arrive d'être déçu, de voir que ce qui a été dit dès le début n'a pas été respecté et voir que la population souffre toujours et n'a pas de quoi vraiment se satisfaire, ça pose beaucoup de problèmes. Donc au final, ça peut vraiment décevoir. Souvent, quand on fait le vote, ce n'est pas forcément celui que tu as choisi qui passe, mais celui que le peuple a choisi, quelquefois il y a des choses qu'il fait, ou bien il y a des actes qu'il pose qui ne te plaisent pas, mais tu peux pas, tu n'as pas droit à la parole. C'est pour ça, donc on est obligé d'accepter. Et puis peut-être après, à la longue, peut-être que les choses vont changer. Voilà, c'est ça. Il peut venir te promettre le ciel et puis demain, il vient et te donne la terre. Donc moi je pense qu'il est venu, il a dit que c'est comme un homme à bord d'une fille. Il vient te dire non, tu es l'amour de ma vie. Demain, la go apprend que le gars le trompe. Donc c'est pareil au fait. Moi je pense que qu'ils viennent, nous on pense que c'est le meilleur candidat, c'est le potentiel candidat pour la Côte d'Ivoire, bien pour le pays dont les votes sont organisés au fait. Non, nous on pense que c'est le potentiel candidat. Mais quand ils viennent, on voit que demain, chacun est venu remplir son ventre, quoi. Bien, souvent nos dirigeants, ils nous montrent deux visages. Il y a un premier visage qui nous montre quand ils sont en phase de campagne. Et puis, deuxième visage lorsqu'ils sont au pouvoir. Mais, une chose est sûre, c'est qu'il a 5 ans pour faire son mandat. Après les 5 ans, si ce qu'il a dit, qui montre le contraire, après les 5 ans, on va aller décider encore pour voir. Mais une chose est sûre, il faut que vraiment nos dirigeants aussi, ce qu'ils disent lors de leur campagne, qu'ils fassent ça. Ça va nous faire beaucoup plaisir, parce que c'est juste ça qu'on se base pour les voter. Voilà, on a écouté ce deuxième magnéto. On peut comprendre ces électeurs, parfois déçus, d'avoir accordé leur confiance, leur suffrage à des élus. Mais est-ce qu'on idéalise quand même pas un peu trop le choix que l'on fait? Est-ce que... Dans la tête du citoyen qui va voter, c'est vrai que tout le monde toujours ne fait pas la relation de cause à effet entre l'acte du vote et ses conditions immédiates de vie. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte qui déterminent le choix. La sociologie électorale montre très bien que souvent des groupes caractéristiques, ça peut être des communautés ou influencés par des imaginaires religieux particuliers font des choix. Mais l'un des sens premiers du vote ici, dans nos pays, c'est on choisit quelqu'un pour résoudre un problème. Et comme la dame l'a bien expliqué, l'infidélité des hommes politiques vis-à-vis
des promesses qu'ils nous ont faites dès le départ est un élément démotivant vers la fin. On n'idéalise pas comment on appelle ça, on n'idéalise pas le vote, on ne cherche pas à ce n'est pas au-delà de la capacité des représentants politiques que de dire, bon, il faut qu'ils nous construisent une école, qu'ils nous mettent un château d'eau, qu'ils créent les conditions pour qu'on ait un emploi. Ce n'est pas un job qui relève d'un extraterrestre, c'est quelque chose de faisable. Et donc, quand ils sont vis-à-vis de ces promesses-là, ils se sentent floués, et je pense que ça participe pour beaucoup. Je voudrais ajouter un élément qui, à mon avis, exprime un peu cette désaffection des citoyens vis-à-vis du vote. Même ce désamour. Ce désamour. Et, il y a quelqu'un qui le disait, c'est vrai qu'on ne croit plus au vote véritablement, ou à la capacité de changer les choses, parce que regardez nos élections. Il n'y a jamais eu de dévolution pacifique du pouvoir en Côte d'Ivoire. Jamais, on n'a jamais eu de passation, je dirais, pacifique. La violence devient toujours une des ressources qui change le cours des choses vers la fin. Il y a la violence, il y a l'argent. Il y a les armes. Il y a, ouais, quand je parlais de violence, c'est ça. Armes, oui, et il y a la capacité aussi de l'international. Donc finalement, tous ces éléments agrégés donnent le sentiment aux citoyens que son vote ne compte pas. Il vote, il choisit, on le trahit, ou du moins quand il vote, finalement, à la fin du système, c'est la violence qui va finalement déterminer les rapports de force, le plus fort va l'emporter, ainsi de suite. Donc cela, finalement, finit par décourager les citoyens. Oui, vous savez que la politique, c'est la gestion de la cité. Gérer la cité revient à gérer les hommes. Gérer les hommes revient à gérer leurs problèmes. Les problèmes des hommes, ce sont des problèmes sociaux, économiques, par définition. Ce que Maslow appelle les besoins primaires. Hein, l'emploi, la consommation, le logement, la santé, l'éducation, etc., etc. Alors, évidemment, la démocratie de l'abstention procède de la gouvernance approximative de nos élites. Je vous donne des exemples concrets. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a de fait un chômage des jeunes qui est indescriptible. Le problème, c'est comment trouver de l'emploi aux jeunes. Nous savons très bien que notre secteur privé n'est pas assez dynamique. Il faut donc passer par le secteur public. Mais quand vous regardez, prenons le cas de la magistrature, chaque année, on prend seulement que 20 personnes au plus. La Côte d'Ivoire a près de 700 magistrats pour une population de 25 millions. Selon les normes internationales, il nous faut au moins 3000 magistrats. Vous en parlez d'ailleurs dans... J'en parle d'ailleurs dans le livre. Vous voyez ? Donc il y a un gap de près de 2000 magistrats. Évidemment, ça influence la gouvernance de l'administration judiciaire. Ouais. Si un seul magistrat doit avoir 100 dossiers, 200 dossiers... Puisque qui dit démocratie... Si, parle de justice, de bonne gouvernance et de bonne justice. Mais quelle est la solution? Mais c'est de recruter les jeunes magistrats. Hein? C'est le bac plus 4 en droit. Et d'avoir une politique bien appropriée à ce niveau. Au niveau de l'ENA. Tout est question de volonté politique. Tout est question de volonté politique. Et la raison qu'on va vous évoquer, c'est le budget. Une raison budgétaire. Mais regardez, depuis près de 10 ans, on assiste à une inflation institutionnelle en Côte d'Ivoire. On a une Assemblée nationale dont le rôle est de voter la loi. On va créer encore un Sénat dont le rôle est de voter la loi. Est-ce que le budget du Sénat ne peut pas permettre de recruter au lieu de 20 magistrats par an, 100 magistrats par an? Mais en même temps, cela a été approuvé par les Ivoiriens lors J'arrive. C'est de ça qu'ils parlent. En fait, ils ont compris que les gouvernants ne pensent qu'à eux et non au peuple. C'est ça, ouais. Vous comprenez bien? Nous avons aujourd'hui 50 ministres. À quoi servent 50 ministres? Dans un État comme le nôtre, nous avons 250 députés. C'est trop. Quand on fait un ratio de population, nombre de députés, il nous faut à peu près 120 députés dans un pays comme le nôtre. Vous comprenez? Nous avons un conseil économique et social dont le rôle est de conseiller le président sur les questions sociales, économiques
environnementale. Mais le président de la République a un ministre chargé de l'environnement, a un ministre chargé de l'économie, a un ministre chargé des affaires sociales, et il a encore des conseillers spéciaux dans ces différents domaines. Mais en même temps, en France, il y a également... Non, mais ce n'est pas la même chose. La France, c'est 2100 milliards de dollars de PIB. La Côte d'Ivoire, c'est 40 milliards de PIB. Vous comprenez? Lagos fait 100 milliards de PIB. Lagos, la seule ville de Lagos, produit 3 fois de richesse que la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas parce que Bill Gates prend 5 femmes, c'est un exemple que je donne, mais 10 femmes, que moi, Kwao, je vais prendre des choses alors que j'ai à peine 300 000 francs par mois. Donc, c'est une question de gestion rationnelle. Et c'est de ça dont parlent les téléspectateurs, c'est-à-dire des promesses faramineuses qui ne sont jamais respectées. Hein. On a eu certes des alternances, bon, on peut dire chaotiques en Côte d'Ivoire, mais il y a eu quand même des alternances. Hein. En 1999, on a eu une alternance même de fait militaire. En 2000, on a eu une alternance. Hein. La gauche a remplacé la droite. Et en 2019, on a vu. Qu'est-ce qu'on constate? Les privilèges demeurent. Seuls les privilégiés changent. Okay. Vous comprenez? Et donc, dans un tel environnement, il est évident que les populations sont désabusées et pensent que leur vote ne sert absolument à rien. Il y a aussi une autre question fondamentale, Rodrigue, c'est la question de la sérénité qui entoure même l'organisation de cette compétition électorale. Il n'y a pas que les résultats qui font l'objet de protestations, de contestations, puis après d'actes belliqueux. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a en amont. En réalité, l'acte de voter, ça ne commence pas par seulement le jour où on va déposer le bulletin dans l'urne, mais l'acte de voter... Il faut remonter beaucoup plus loin. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Je pense que le gros problème ici, quand on regarde les partis politiques en Côte d'Ivoire, si nous rentrons dans l'histoire, on va voir que le mode de captation de l'électorat est un mode, je dirais, belligène en soi. Les partis se proclament de gauche, de droite, mais quand vous regardez, sous quelle base réellement la légitimité ou je dirais l'engagement politique est fait. Vous allez voir qu'en 90, quand il y a eu l'ouverture de l'espace, les partis politiques se sont ethno-constitués, mais en général souvent sur une mémoire douloureuse passée qui a été travaillée et manipulée par les leaders de premier plan, sur certaines frustrations qui ont donc constitué et entraîné l'engagement. Il y a des figures historiques, quand on parle du Houphouët-Boigny sur sa gouvernance, qui a réprimé certaines velléités alternatives politiques. Il y a eu le Guébié, il y a eu les questions d'Ernest Boka, d'Ada Kami, ainsi de suite, j'en cite plusieurs. Mais quand vous voyez très bien, quand le FPI émerge, les communautés de base... Le FPI était porteur. Voilà, il était un peu porteur, un peu de cette mémoire douloureuse autour desquelles ce sont... Le RDR se constitue aussi sur des formes de frustration qui sont reprises et travaillées par des élites, des idéologues au sein de ces partis. Et donc, l'engagement de ces acteurs sur l'espace de compétition électorale se fait non plus sur la base de la rationalité démocratique telle qu'elle doit se faire ou du choix ou des enjeux de développement, mais des ressentiments qui sont, je dirais, structuré dans ces individus et qui fait que l'engagement regarde déjà sur l'espace électoral est un engagement de communauté, de bataille de communauté. Et qu'est-ce qu'on perçoit? On perçoit l'État comme étant un gâteau à prendre. Quand on va l'avoir, nous et notre communauté, nous allons le redistribuer, tout ça. Donc, les moments de vote deviennent des moments cruciaux, parce que c'est le moment où on crée les inclus et on crée les exclus. Voilà, surtout quand on doit élire le président de la République. Le président, on crée les inclus, on crée les exclus, et quand vous êtes exclu de façon, je dirais, brutale, catégorique. Et donc, c'est un moment où on doit se battre pour être là. Si nous ne sommes pas là, ça peut être tragique et fatal pour nous. Donc, c'est ce qui
s'il vous plaît, comme je me l'explique, structure les imaginaires politiques et motive en général l'acte. On parlait de ce que voter veut dire, les uns et les autres le disent de façon théorique, mais quand ils sont dans l'urne, cette dimension de l'affect ethniciste ou religieux revient et détermine en général. Parce que même si les, excusez-moi, je termine sur ça, même si les jeunes générations, on dit qu'ils ne connaissent pas réellement ces questions ethniques, mais vous avez un nom. Et votre nom dit quelque chose. Vous irez passer le concours de police, vous irez passer le concours de la magistrature et autres, et on sait très bien que le nom veut dire quelque chose dans ce moment-là. Très bien. Oui, vous savez, les élections reposent sur un double cadre. Le cadre juridique et le cadre institutionnel. Tout à fait. Le cadre juridique, ce sont les tests qui structurent, qui balisent, qui encadrent, qui régissent les élections. Et souvent, ces tests ne sont pas respectés. Il s'agit principalement de la Constitution et du Code électoral. Qui est compétent pour établir, pour élaborer ces tests? Sur quel consensus ces tests sont établis? J'aime bien vous parler de consensus. Très souvent en Côte d'Ivoire, la mise en place de la Constitution et du Code électoral sont des périodes de fracture politique énormes. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Ce qui veut dire que le consensus n'est pas atteint. Nous savons très bien qu'une partie importante de la classe politique ivoirienne a boycotté la mise en place de la Constitution le 8 novembre 2016. Et tout récemment, vous avez vu le désaccord abyssal entre l'opposition et le pouvoir quant à la mise en place du code électoral. C'est-à-dire que l'outil qui va servir d'arbitre pose problème. Ensuite, il y a le cadre institutionnel, c'est-à-dire les institutions qui organisent et arbitrent le jeu électoral. Il s'agit ici principalement du Conseil constitutionnel et de la CEI. Et on le voit très bien. La CEI a toujours été au cœur de la problématique électorale en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi est-ce que ça ne s'arrange pas? Ça ne s'arrange pas parce qu'on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. Parce que depuis 30 ans, c'est le FPI, c'est le PDCI, c'est le RDR. Voici le problème. Voici le problème. Est-ce que la solution serait de sortir tous ces partis politiques de Non, pas de les sortir. Il faut que les jeunes prennent leur courage, comme Laurent Gbagbo à l'époque a pris son courage pour défier Houphouët-Boigny, comme Alassane Ouattara a pris son courage pour défier Henri Konan Bédié. Il faut que les jeunes essaient de jouer leur rôle. Vous comprenez? En faisant quoi? La dimension générationnelle est très importante dans le statocentrisme de notre démocratie actuelle. Tant qu'il n'aurait pas... Nous avons, vous l'avez si bien écrit, des démocrates, une démocratie sans démocrates. Oui, mais surtout, il dit c'est une gérontocratie. Oui, mais c'est ça. Il y a toute une gérontocratie plutocrate qui embrigade tout le système avec tout le système clientéliste. Ouais, la pratique politique d'Houphouët-Boigny, c'est une ingénierie, je dirais, savante où il utilise l'argent pour avoir de la clientèle, mais il tient tout le monde dans le... Et nos partis politiques sont des partis politiques uniques en miniature. Voilà, formatés comme ça, qui se déroulent autour d'une vision d'un individu qui en fait son entreprise. Et quand il y a une contestation, les velléités sont totalement réprimées à souhait. Vous le voyez, ce qui se passe actuellement. Ce schéma-là, ce modèle des partis politiques est caduque. Nous sommes dans une sorte notre démocratie est dans un anachronisme flagrant. C'est-à-dire vous avez des élites politiques qui ont un certain âge. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, l'âge moyen, c'est 20 ans. 77,73% de la population en dessous de 35 ans. Mais diantre, regardez l'âge de nos dirigeants. Regardez l'âge de nos élites qui ont gouverné autour d'Houphouët-Boigny, qui se sont opposés à lui, mais qui se sont inculturés dans sa pratique politique qui est, à mon avis, totalement surannée. Et donc, pour terminer, cette désaffection des populations est due aussi au dysfonctionnement de ces structures, de ces institutions. Rappelez-vous, en 2000, le président de la Cour suprême d'alors, qui était le juge de l'élection, avait éliminé un certain nombre de candidats potentiels. Il est venu après faire son mea culpa pour dire non, on m'a trompé, j'ai agi sous influence. En 2010, que s'est-il passé? Le dysfonctionnement du Conseil constitutionnel. On a vu que le président du Conseil constitutionnel est revenu après dire qu'il avait été habité par les démons, par le diable. Donc le dysfonctionnement de ces institutions fait que
personne ne croit aujourd'hui à la sincérité de l'élection. D'où la question fondamentale de la confiance. De la confiance, mais il appartient aux élites d'établir cette confiance. Comment? À partir de faits objectifs. À partir du moment où nous sommes tous d'accord pour dire que notre administration est partiale, elle est incapable d'être impartiale, alors que c'est ce qui devait être. À partir du moment où nous sommes d'accord qu'elle est partiale et que nous voulons mettre en place une commission électorale indépendante, cette commission électorale doit être indépendante et de l'administration et des compétiteurs politiques. Alors, il faut rappeler quand même l'histoire des commissions électorales indépendantes. Oui. Elle remonte à 90, oui. 1990. C'était pour régler un problème de confiance, mais aujourd'hui, le fait est là, révélateur, oui. Que même ce challenge-là, ce défi-là, oui. Les commissions électorales indépendantes d'un pays à un autre... Mais parce que, Rodrigue le disait tout à l'heure, nos partis politiques sont des partis uniques, où il y a une seule personne qui pense, qui réfléchit. Et ces partis-là s'entendent parce que c'est surtout la personne qui finance. Oui, aussi. Justement. Et ces partis-là, tous ces partis, le FPI, le PDCI, le RDR et autres, s'entendent pour que les partis politiques soient présents au niveau de la CEI. Ce qui n'est pas normal. La CEI doit revenir à une personnalité totalement neutre de la société civile. Alors, on peut en trouver. Alors, donc, c'est une question de volonté politique. Le Conseil constitutionnel, on l'avait très bien vu. Le dysfonctionnement du Conseil constitutionnel est dû à quoi? En 2010. D'abord en 2000, ensuite en 2010. Mais par les accointances entre les responsables de la commission, de cette institution et les partis prenantes aux élections. Il faut donc trouver un nouveau mode de désignation qui peut, par exemple, reposer sur l'élection et non la nomination. Alors, cette émission va se refermer dans quelques minutes. J'ai deux questions fondamentales. Est-ce que, aujourd'hui, au regard de tout ce que nous venons de dire, est-ce que vous pensez que le vote reste un moyen pertinent pour choisir ceux qui nous dirigent? Moi, je pense qu'on va... C'est plus qu'une analyse, c'est peut-être un espoir que je vais émettre. L'analyse que nous venons de faire peut laisser penser à un certain pessimisme des démocraties africaines ou de la démocratie ivoirienne. D'un point de vue culturel. Culturel, oui, même d'un point de vue culturel. Il faut dire qu'on n'est pas opposé à la démocratie. Ça, parce que souvent aussi, les gens disent non, bon, les communautés africaines. C'est vrai que nous avons un mode d'organisation sociale bien particulier, parce que le vote, c'est l'individu. Ouais. Et nous avons tendance à avoir une sorte de structuration identitaire autour des communautés. Ce n'est pas faux. Mais cela ne veut pas dire que nous n'adoptons pas des technologies qui sont importées. Nous utilisons très bien le téléphone portable, la voiture, on sait très bien les manipuler. Voilà, il n'y a pas d'excuse à dire qu'on ne pourrait pas utiliser cette technologie politique qu'est le vote. On peut. Et d'ailleurs, on sait le faire, on joue. D'ailleurs, parce que tout le monde sait faire ce diagnostic que nous venons de faire, qu'il y a une sorte de duperie et les acteurs jouent aussi avec ceux qui font l'offre politique. Quand on voit la manière dont on va se réunir, faire allégeance ou pendant les périodes de vote, on veut au maximum, comme me disait un jeune une fois, c'est le seul moment où on voit les politiciens qui viennent ici. Donc on profite pour avoir ce qu'on peut avoir en même temps et mieux. Mais ce sont des personnes qui comprennent tellement bien comment le schéma fonctionne. Mais là où nous sommes, pour se poser sur des éléments objectifs d'analyse, on l'a déjà dit, il faut faire un effort de mettre fin à cette démocratie gérontocrate, cette dictature des partis politiques anachroniques, et faire donner de l'espace à une jeune génération qui peut être porteuse je dirais, de valeurs alternatives. Ça, c'est déjà, je pense, de face. Ça peut être très difficile de le mettre en œuvre parce que les partis politiques tiennent avec de l'argent, avec une certaine dictature de la pensée, les populations, mais il y a des espaces, des zones, des espaces, je dirais, des marges de manœuvre possibles qu'on pourrait faire à travers l'éducation citoyenne, ce type de débat qui permet de prendre conscience
des grands enjeux, mais surtout convaincre les citoyens que l'acte du vote est une arme puissante, plus puissante que le pistolet, que le fusil, et qu'il faut y croire. Si nous croyons, nous sommes 2, 3 seulement à croire, ça ne changera rien. Mais si nous commençons à être nombreux à croire, nous serons finalement le grain de sable qui va bloquer la machine et finalement qui va lui permettre de fonctionner autrement. Alors moi je dirais tout simplement que dans une démocratie, c'est avec le bulletin de vote qu'on change la société. Les Gambiens nous l'ont très bien montré. Ils ont mis fin à l'autocratie de M. Yahya Jammeh à travers des élections pacifiques. L'élection est une bonne chose. Seulement, c'est le cadre juridique et institutionnel qu'il faut aménager, qu'il faut essayer de corriger. Donc vous pensez que le vote en Afrique est une voie pertinente pour... oui, pour l'instant... oui, c'est une voie pertinente, puisque... choisir. Attendez, depuis près de 3 décennies, on n'entend pas de crise post-électorale au Ghana, par exemple. Le Botswana, ce pays qui est certainement le plus démocratique d'Afrique, dont personne n'en parle. Pourquoi? Parce que tout fonctionne bien là-bas. En île Maurice, aux Seychelles, les choses vont bien. Au Sénégal, tout près de nous, c'est vrai qu'il y a souvent des choses, mais c'est une question de personnel, de ressources humaines, de personnel politique, et aussi de classe intellectuelle. Vous comprenez? Il faudrait qu'aussi les intellectuels sachent qu'ils sont des contre-pouvoirs. Et l'intellectuel, évidemment, peut mettre à la disposition des politiques des supports de réflexion, mais il ne doit pas se substituer aux politiques. Tout à fait. Vous comprenez? Et donc, lorsqu'un politique vous sollicite pour une réflexion, vous devez réfléchir selon votre conscience et selon votre science. Parce que le problème en Côte d'Ivoire, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, ce sont les intellectuels que les politiques ont approchés, à qui ils ont confié des missions qui ont failli. Tout à fait. Qui ont tous fait des mea culpa après. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on ne peut pas, on dit non. Donc le problème, c'est plus... c'est un problème éthique. C'est une question d'élite. Regardez cette constitution. Comment des professeurs de droit, des juristes, admettent qu'un groupe d'experts seul peut décider de la constitution dans une démocratie? L'établissement, l'élaboration d'une constitution est l'affaire de tout le monde. C'est le pouvoir constituant originaire qui doit désigner des personnalités pour parler en son nom. Peut-être que c'est pour pallier à cela qu'il y a eu quand même un débat référendaire avant... Non, c'est en amont. C'est le peuple qui choisit et c'est le peuple qui décide ceci. Soit je fais confiance à l'Assemblée constituante que j'ai mise en place. En ce moment-là, cette Assemblée est souveraine, donc ce qu'elle a dit, ça prend valeur de constitution. Ou bien, je ne lui fais pas assez confiance. Je m'approprie ma souveraineté et je la dote par référendum. Tout le monde sait dans quelles conditions. Et j'ai écrit un livre à l'époque. La Troisième République est mal partie. La Troisième République est mal partie. Je dois préciser que c'est même en rupture de stock. C'est en rupture de stock. Mais regardez par exemple tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. J'en parle dans mon livre 2020 où le piège électoral. 2020, le piège électoral. Mais prenons l'article 183. On aura le temps de... Pourquoi ne pas dire clairement les choses simplement? La Constitution n'est pas seulement l'affaire des juristes. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on dit une chose, le lendemain, on dit une autre chose, et les politiques aussi, évidemment, quand ça les arrange, ils sont d'accord. J'aimerais terminer pour dire ceci. Le vote est sine qua non à la marche de la démocratie, pourvu qu'il y ait des démocrates. Le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore de démocrates. Et vous rappelez Nous avons des partis politiques avec des hommes politiques qui sont rompus aux petits arrangements politiques. Vous comprenez bien? Cette constitution que nous avons aujourd'hui est l'œuvre du PDCI-RDA, du GPS, de l'UDPCI, du MFA, du RDR et autres. Mais aujourd'hui, ces partis, hormis le RDR, dénoncent ce qu'eux-mêmes ils ont participé à mettre en place. C'est de l'impolitique. Alors, c'est de l'impolitique, très bien. Rodrigue, est-ce qu'on peut envisager, pour renforcer la démocratie dans nos pays, rendre le vote obligatoire? Juste deux mots. Oui, mais comme on l'a dit, l'idéal serait que chaque citoyen se rende compte
qu'il a sa conscience citoyenne l'oblige, hein, voilà, le responsabilise à être un acteur actif, vivant. Si la démocratie doit être vivante, voilà, il faut qu'il participe à l'élection. Donc pas besoin de rendre le vote obligatoire. Non, on peut rendre le vote obligatoire. Regardez, l'école est obligatoire, pourquoi? Alors si je ne vais pas à l'école, votre problème est où? Mais tout le monde sait la pertinence et l'importance de l'éducation dans la formation du citoyen. Et donc, de même que l'école est obligatoire, de même le vote doit être obligatoire parce que le vote participe de l'expression du suffrage, de la légitimation du pouvoir, du contrôle du pouvoir par des mécanismes de contre-pouvoir et permet la bonne gouvernance tout simplement. C'est l'expression de la souveraineté populaire parce que la démocratie se fonde sur le citoyen, sur l'individu. Le peuple, c'est donc le citoyen qui, à travers le vote, exprime véritablement, je dirais, son pouvoir démocratique. En fait. Très bien. Merci à vous deux. Merci d'avoir participé à ce dialogue libre. Le prochain rendez-vous de dialogue libre, ce serait la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée.